Bonjour à toutes et à tous. Dans ce premier numéro hors série de Wow WordPress on Air, j'ai invité un spécialiste du logiciel libre et open source de mesure statistique web appelé Matomo. Et donc j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Ronan Chardonneau. Bonjour Ronan. Salut Annie. Bonjour et merci de te prêter à cet exercice. On se connaît pas, on m'a donné ton nom, on m'a dit c'est le spécialiste Matomo en France. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment tu t'es retrouvé à être spécialiste sur Matomo aujourd'hui? Ok, bah écoute, merci en tout cas Eddy pour l'invitation. Alors concernant ma présentation, je pense que tu l'as très bien dit. Le spécialiste donc, de Matomo en France, ou en tout cas je me qualifierais plus comme celui qui a peut-être eu plus de projets à gérer, en tout cas sur du Matomo en France. Après au niveau mondial, c'est vrai qu'on est plutôt une petite communauté, on va dire, ou en tout cas les personnes qui ont l'habitude de faire du Matomo depuis beaucoup de temps, en fait, se connaissent plutôt bien. Mais c'est vrai qu'en France, enfin aujourd'hui, je fais peut-être 60% de mon chiffre d'affaires à l'étranger et 40% en France. En fait, c'est pas si énorme que ça du coup en France, parce il y a vraiment aussi toute la partie internationale qui est pas à négliger. Donc en gros, moi je me décrirais comme un consultant formateur, plus d'ailleurs sur de la formation qui du coup dispense des formations. Enfin, initialement, c'était plus en marketing numérique que je le faisais. Et là, depuis maintenant quelques années, vraiment spécialisé sur l'analyse d'audience et sur Matomo en particulier, qu'une solution que j'ai découverte en 2010-2011 lorsque je travaillais en agence. Et puis à l'époque, j'étais plus responsable web marketing, donc je faisais du SEO également. Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas, en plus de créer des landing pages qui tournent autour de la formation sur Google Analytics, pourquoi je n'irais pas m'amuser à utiliser aussi des technos libres. Et c'est comme ça en fait que j'ai eu, donc en créant mon premier appart, en fait, mon premier client du coup sur, à l'époque ça s'appelait Piwik, donc une formation à dispenser sur Piwik auprès d'une très grande entreprise française. En fait, j'avais tellement travaillé autour du support de formation que derrière, j'en ai sorti un livre que j'ai publié aux éditions Annie. Et à partir de là, j'ai tout le temps été en fait un peu sollicité. Et puis en 2015, je me suis dit, OK, c'est bon, je me lance. Je crée ma propre boîte qui tourne autour que de ça. Après, en 2017, j'ai été le premier salarié en fait d'InnoCraft, qui est en fait l'entreprise privée qui maintient le logiciel, qui développe le logiciel Matomo. Et du coup, bah voilà, j'ai intégré cette fameuse startup donc, qui est basée en Nouvelle-Zélande. J'ai travaillé pendant 2 ans du coup pour eux. Ensuite, on s'est séparés en 2019, si mes souvenirs sont bons, principalement parce que travailler depuis la France avec la Nouvelle-Zélande, tu as 12 heures de décalage horaire, donc c'était compliqué. Mais ça m'a permis vraiment de voir l'intérieur du projet, de bien comprendre l'esprit qui est derrière Matomo. Et aujourd'hui, je suis leur principal partenaire, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des demandes qu'ils ne peuvent pas honorer eux, ils me les transmettent. Et ensuite, alors, maintenant, j'en réalise de moins en moins en fait de prestations réalisées. Maintenant, je passe plus par un réseau de partenaires auprès de qui je confie du coup ces fameux projets qu'on me demande de réaliser. Et moi, je joue vraiment le rôle de, je vais pas dire de super support, mais c'est un peu ça, quoi. Vraiment faire la recherche et développement lorsque la thématique elle est très poussée. Il y a besoin de trouver un autre expert à l'international. Voilà en gros aujourd'hui le rôle que je joue. Et je joue aussi le rôle de en fait, développeur de la communauté Matomo. Donc là, 3 et 4 novembre prochain, il y a matomocamp.org, qui est la deuxième édition donc, que j'organise de Matomo avec une bande de copains, où là, ça va vraiment être 2 jours de conférences en ligne, tout est gratuit, tout est enregistré, on n'utilise que du logiciel libre, une quarantaine de conférenciers de travers le monde entier sur toutes les thématiques, aussi bien communautaires que sécurité, que tout ce qu'on peut imaginer. Je crois qu'on a à peu près 5 langues au programme, vraiment du lourd. Donc voilà, vraiment, ça c'est mon rôle, quoi. C'est vraiment d'arriver à faire connaître Matomo auprès du très grand public. D'accord, très bien. Tu as parlé de Piwik, effectivement, pour Mhm. certains vont se souvenir de Piwik. C'est quoi en gros l'histoire? Pourquoi aujourd'hui c'est Matomo? Qu'est-ce qui s'est passé? Et peut-être dire un petit mot de Piwik Pro qui ne faut pas confondre Mhm. avec Matomo aujourd'hui. Ouais, alors ça, on va dire que c'est un petit peu comment dire,
Le jeu, malheureusement, quand on a un logiciel libre, hein, par définition, un logiciel libre, c'est un logiciel qui a des 4 libertés fondamentales et qui font que c'est un bien commun. À partir de là, je dirais que ça intéresse pas mal d'entreprises pour pouvoir se développer. Donc, en gros, une entreprise, à un moment donné, s'est intéressée à ce fameux logiciel qui s'appelait Piwik à l'époque et décide d'ailleurs on va le simplifier comme ça, en fait, de créer un fork, c'est-à-dire en Hmm. fait une branche parallèle au logiciel communautaire de Piwik à l'époque, et puis en fait de monter tout un logiciel là-dessus. Puis à un moment donné, ils vont se dire dans leur politique, en fait, non, on est une entreprise privée, on a envie de faire de l'argent, donc en fait, on va fermer le code source et on va du coup en faire un logiciel propriétaire. Et d'ailleurs, on va développer nos services là-dessus. Alors malheureusement, du coup, pour le créateur de Piwik à l'époque, il n'était pas au courant, en fait, on va dire, de cette fameuse stratégie qu'ils allaient avoir à long terme vis-à-vis de cette entreprise privée. Donc il est rentré dans cette entreprise privée, ils ont travaillé ensemble, et dès qu'il a vu qu'au final, la mission, l'ambition de cette entreprise privée était finalement de détruire un petit peu le logiciel Piwik et de faire une boîte pour faire de l'argent, il s'est dit, maintenant, en fait, moi, je m'en vais. Je vends mes parts, mais le mal était fait. En fait, vous aviez déjà du coup une entreprise qui du coup maintenant avait un nom qui était lié au logiciel communautaire et une branche du coup qui était la branche communautaire qui s'appelait Piwik. Donc à un moment donné, l'équipe qui est derrière le développement principal de Piwik a pas eu d'autre choix que de renommer la solution, de l'appeler Matomo, parce que c'était un peu délicat, enfin c'était même pénible d'avoir systématiquement des utilisateurs qui se faisaient avoir, on va le dire comme ça. Ils voient une boîte qui s'appelle Piwik Pro, donc ils se disent, oh mais cool, c'est une boîte qui est capable de me fournir du support sur mon Piwik, alors qu'en fait, non, ils partaient dans une solution propriétaire, ils se retrouvaient pieds et mains liés, et puis après, t'es foutu, quoi. Donc voilà, donc en fait, c'est le risque, hein. Je pense que c'est pas Hmm. c'est pas le seul logiciel libre qui s'est fait un petit peu avoir de cette manière-là. Maintenant, je trouve vraiment que c'est une bonne chose et que c'est vraiment une garantie pour Matomo parce qu'en réalité, dans un logiciel libre, il y a ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire en gros l'équipe qui est principalement derrière le développement du logiciel. Et en fait, c'est intéressant de voir la philosophie en fait des personnes qui sont en contrôle du développement du logiciel, de voir est-ce que c'est des personnes qui sont intéressées par l'argent et qui sont prêtes à un moment donné à vendre le fruit de leur travail et le fruit d'une communauté pour de l'argent au final, ou est-ce qu'au contraire, ils ont vraiment une vision, une mission, c'est pas l'argent qui les fait vibrer plus que ça, c'est vraiment de faire un bien commun, c'est d'aider la planète. Et moi, je trouve qu'au contraire, ça a plus, alors certes, en termes de marketing, ça n'a pas été terrible durant certaines années, ils vont encore en pâtir, mais, euh, mais en tout cas, éthiquement, c'est ça, je pense, qui fait que par rapport à d'autres logiciels libres, en fait, en analytics, les gens vont pas nécessairement voir ces autres logiciels libres-là parce qu'ils n'ont pas encore fait leurs preuves. Ça prend vraiment des années et des années et des années avant vraiment d'identifier en fait c'est qui aux commandes, c'est quoi la mentalité Hmm. du projet derrière. Donc voilà, pour la petite histoire. Alors là, tu as dû peut-être ressentir en France, en tout cas, un gros engouement sur Matomo ces derniers temps, parce qu'on peut pas parler de Matomo sans parler de Google Analytics, et avec cette histoire de RGPD où on a pointé du doigt le Google Analytics, en tout cas dans l'Union européenne, et plein de personnes, et nous, on s'en est rendu compte en agence, qui nous commençaient à nous demander, mais est-ce que je peux passer sur Matomo, ou nous-mêmes qui disions que vous devriez peut-être passer à Matomo. Comment on peut rapidement, parce que je pense qu'on pourrait y passer des heures, mais comment on peut comparer ou faire la différence entre Matomo et Google Analytics aujourd'hui? C'est quoi la grosse différence? Ouais, alors pour vraiment comprendre ces différences-là, il faut vraiment avoir plus des profils seniors. Alors quand je dis seniors, c'est plus des personnes qui ont de la bouteille et qui sont capables de se rappeler l'histoire. En fait, il faut retourner, à mon avis, 10, 15 ans en arrière, si on est une agence web, et de se dire, en fait, il se passait quoi il y a 15 ans? Il y a 15 ans, on avait des CMS propriétaires qui étaient sur le marché où on créait vraiment des sites en partant de zéro, quoi. Pur HTML, pur CSS, etc. Voilà. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'à un moment donné, il y a ces CMS libres qui ont commencé à arriver, tout ce qui a été Joomla, tout ce qui a été Drupal, tout ce qui a été... Et là, on a vu clairement en fait toute une industrie qui a été détruite, qui était celle des CMS propriétaires, qui aujourd'hui quasiment n'existe plus, à part quelques très grandes entreprises. Et en fait, on a vraiment eu une montée en compétences, en connaissances, etc., qui a été exceptionnelle, avec justement des mariages souvent entre trois profils, à la fois les administrateurs système, à la fois les développeurs, à la fois les web designers. Et après, on peut rajouter en fait toute la partie marketing. Donc, on a vraiment eu une espèce de vague extraordinaire qui est arrivée. Et en fait, c'est exactement ça qui se passe avec Matomo. C'est-à-dire qu'au début, il est clair et net que si on n'a pas
forcément ces profils-là dans l'agence ou dans son entreprise, se lancer dans Matomo, c'est exactement comme se lancer dans l'univers des CMS à ses débuts, quoi. Genre pour WordPress, tu vois, c'est de se dire, putain, une base de données, c'est quoi une base de données, quoi? Waouh, je comprends pas, quoi. Donc je m'arrête là, ou alors je vais sur WordPress.com et je fais mon petit Mhm. site et je me rends compte qu'il y a un business model derrière. Non, j'étais pas au courant qu'il fallait payer. Donc en gros, c'est un petit peu ça du coup qui est en train de se passer. Donc il est clair et net que pour une personne qui passe de Google Analytics où en 2 clics, tu obtiens directement un code de suivi et tu lances ta collecte de données. Bah, c'est complètement différent. Ou avec Matomo, les gens ne comprennent pas. En fait, ils débarquent sur le site de Matomo, ils voient le logiciel à télécharger, ils le téléchargent, ils ont un point zip, ils ne savent pas comment faire, quoi. Donc si tu as des connaissances telles que sur WordPress, tu sais très bien à quoi correspond ce point zip, Mhm. tu sais très bien qu'il faut le déployer, le mettre là, ou alors tu vas chez des hébergeurs qui, eux, proposent du Matomo, donc type Gandhi, type O2Switch, et là, tu ne te prends pas la tête, quoi. Tu sais qu'en 2 clics, tu as ton installation qui est directement déployée, donc d'où l'intérêt de bien choisir son hébergeur. Après, si tu es sur WordPress, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, WordPress, il y a un plugin spécifique qui a été développé par l'équipe de Matomo qui te permet en 2 clics d'utiliser la même base de données que Mhm. Ouais, on en WordPress parlera. et Ouais. voilà, était directement lancé. Donc voilà, donc faut retenir quand tu passes de Google Analytics à Matomo, choc psychologique parce qu'en fait, tu reviens, comme je disais, 15 ans en arrière avec cette espèce de vague où, en effet, si tu n'es pas technophile, en fait, si tu as l'appréhension vis-à-vis de la technologie et que tu recherches, en fait, une solution en 2 clics à installer, tu ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est exactement ce qui s'est passé, franchement, il y a 15 ans, quoi. Les gens n'ont pas compris parce que c'était. Mais attends, avant j'avais mon système, mon CMS propriétaire, là j'étais tout le temps dépendant de mon agence, il me faisait facturer je ne sais pas combien pour chaque petit changement, il me disait que cette fonctionnalité on ne peut pas l'avoir, et là maintenant j'ai un truc, je peux faire des choses extraordinaires avec, non ça m'appartient, en fait si je ne suis pas content je peux même changer de prestataire, et ah, non, j'ai le droit de repartir avec mon site, quoi, je ne suis pas content de mon prestataire, j'ai le droit de repartir, enfin, c'est complètement dément, quoi, et en fait là les gens commencent à réaliser un petit peu la même chose avec Matomo, quoi. Donc c'est ça qui est cool, hein. Voilà. D'accord. Et bon là, je parlais de cette histoire de RGPD. Pour Mhm. être tout à fait concret, il y a cette histoire de données anonymes, de données personnelles. Euh, Là, si on veut résumer très très vite, Matomo ne prend pas en gros les IP des personnes qui... enfin, en tout cas, on peut avoir cette option de ne pas Oui. prendre les IP complètes des internautes. Et ce qui fait Mm. que ça rentre dans les cases RGPD. C'est bien ça? Ouais, bah ça, je pense que tu as utilisé les bons mots. Tu as parlé d'options et c'est exactement ça. Faut pas oublier que Matomo, c'est un logiciel libre. Donc, par définition, tu fais ce que tu veux avec le logiciel. Donc, après, on peut parler aussi de responsabilité. C'est-à-dire que avant, ta responsabilité, elle était partagée avec un tiers, en l'occurrence Google. Elle était partagée dans un contrat qu'on appelle les conditions générales d'utilisation, qu'on lit ou qu'on ne lit pas, mais les conditions générales d'utilisation de Google Analytics spécifiaient clairement en fait l'utilisation que tu as le droit de faire avec Google Analytics et surtout par exclusion, en gros, tout ce que tu n'as pas le droit de faire. Avec Matomo, c'est complètement différent. C'est le logiciel t'appartient. Si tu fais une bêtise avec, c'est ta propre responsabilité. Donc en fait, Matomo te propose en effet tout un panel d'options pour justement arriver à paramétrer ce que tu veux et dire en fait ça j'en veux pas, ça je veux bien. Et surtout, derrière, tu as une base de données avec une techno que tout le monde connaît, ou en tout cas qui est ouverte et que normalement, chacun qui suit un cours de formation est capable de pouvoir comprendre ce que c'est, qui est du MySQL ou du MariaDB. C'est quasiment la même chose. Donc en fait, c'est assez simple d'ailleurs de regarder directement dans la base de données et de pouvoir prouver à un tiers. Non mais attendez, vous m'accusez là de collecter des données personnelles, ça c'est la base de données, je vous montre clairement qu'il n'y a pas de données personnelles. Là où avec Google Analytics, c'est juste impossible parce qu'en fait, tu n'as pas accès à la base de données. Donc même si Google disait, OK, on ne collecte pas de données personnelles, on ne pourrait même pas les croire en fait. Enfin, je veux dire, une commission en vie privée qui voudrait auditer ce qui se passe réellement chez une solution propriétaire ne peut pas le voir. C'est pas possible parce que par définition, c'est une solution qui est propriétaire. Tu n'as pas Hmm. accès au truc. T'as pas accès au truc. Le seul moyen, ce serait d'arriver à rentrer physiquement dans l'entreprise, d'aller regarder ce qui se passe au niveau des serveurs. Et là, la CNIL ou une autre commission en vie privée pourrait dire, OK, c'est bon, il n'y a pas de données personnelles collectées. Mais, mais voilà, c'est juste comme ça. Sinon, on ne peut pas. Mais c'est la même chose pour toute solution propriétaire, en fait, que ce soit GA ou une autre solution. Après, ce qu'on a surtout observé, et ce que tu
exprimait d'une certaine manière. C'est qu'en effet, on a ce raz-de-marée qui arrive, puisque la CNIL a considéré l'utilisation de Google Analytics comme étant illégale. Donc à partir de là, c'est vrai que ça bouge pas mal. Ensuite, ça a été pareil au niveau de l'Italie, c'était pareil au niveau du Danemark, c'est aussi pareil au niveau de l'Autriche. En fait, tous les pays je crois que le prochain gros qu'on attend vraiment, c'est les Pays-Bas. Mais voilà, en gros, on a ces raz-de-marée qui se mettent en place. Et c'est vraiment chouette parce que, enfin, au-delà de la contrainte de dire oh, je n'ai pas mon Google Analytics, je suis trop triste, etc. Surtout, ce qu'il faut voir, c'est la notion de souveraineté numérique, de tout ce que tu apprends derrière, parce que tu découvres un autre monde, exactement comme celui des CMS. C'est le développement en fait d'un paquet d'agences qui maintenant vont pouvoir fournir de la prestation de services sur un logiciel sur lequel ils n'avaient pas l'habitude de faire. Après, ce qui est le plus difficile, c'est qu'autant avant, dans les CMS, etc., tu avais clairement un coût sur de la licence. C'était genre, si tu veux utiliser mon CMS propriétaire, c'est 500 € l'année ou 1000 € l'année ou quoi que ce soit. Le problème avec ces solutions telles que Google Analytics, c'est que ils vendent des services gratuits en contrepartie de données personnelles. Donc forcément, pour elles, c'est un coût lorsque tu passes sur du Matomo, mais c'est parce qu'en fait, ce fameux business model qu'ils mettaient en place, il est pas sain, quoi. En fait, c'est la fameuse phrase, si le produit est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et c'est exactement ce qui se passe avec Google. Et c'est ça qui est délicat, en fait, d'expliquer d'ailleurs aux entreprises ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, ce modèle-là, normalement, n'aurait pas lieu d'être, en fait. Tu peux pas, parce qu'on a du mal, en fait, à réaliser, et je pense qu'on pourra le réaliser qu'à partir du moment où on aura vraiment les bons lanceurs d'alerte, quoi, les personnes qui sont capables de dire, écoutez, voilà, moi je travaillais chez Google ou je travaillais chez telle entreprise, et voilà en fait les données auxquelles on avait accès, et voilà en fait ce qu'on faisait. En fait, il faut qu'on continue encore d'avoir des scandales, un petit peu comme il y en a eu par le passé avec Edward Snowden, pour que réellement on comprenne en fait la force de frappe est démentielle en fait, démentielle, parce que c'est pas juste la collecte de données, c'est l'intelligence artificielle qui est derrière. C'est si tu visites tel site à 9 heures, mais ça sous-entend aussi qu'il s'est passé plein d'autres choses derrière. C'est si tu visites, tu n'es peut-être pas forcément au travail. Et en fait, ton IP indique que donc si tu n'es pas chez toi ou si tu n'es pas à ton lieu de travail, c'est que tu es forcément ailleurs. Ah, mais si tu visites un site pornographique, c'est peut-être que justement, tu as envie du coup de tromper ton conjoint, tu vois. Donc en fait, quand on réfléchit en fait à tout ça, c'est complètement fou, quoi. C'est complètement fou. Tu peux avoir du prédictif derrière, tu peux avoir tout un paquet de trucs. Tandis qu'avec Matomo, vraiment, l'idée, c'est je viens visiter une entreprise, les données, je m'attends à ce qu'elles soient collectées par l'entreprise. En fait, il ne devrait pas y avoir de tiers impliqués dans cette histoire, parce que moi, je viens visiter Auchan. Je n'ai pas demandé à aller visiter une entreprise américaine, en plus, à l'autre bout du monde, quoi. Alors, il y avait un truc qui m'avait complètement sidéré, parce que c'était au niveau des élections. Chaque année, tous les 5 ans à peu près, je montre en fait tous les candidats, tous les sites des candidats à l'élection présidentielle qui respectent du coup ce que dit la CNIL. Et c'est complètement fou de se dire, attends, il y en a encore qui utilisent Google Analytics, mais sans consentement. Donc en gros, et c'est encore plus flagrant à l'élection présidentielle précédente, puisqu'il y avait les professions de foi qui n'avaient pas été envoyées pour certains. C'est-à-dire que là, clairement, si tu voulais savoir quel est le problème du candidat, tu devais aller sur le site, envoyer les données à Google, et genre, il pouvait déjà être en mesure de savoir, sur la base du nombre de connexions de consultation du programme, quel est le candidat qui potentiellement pourrait ressortir. Tu te dis, putain, mais je veux dire, autant sur le petit site du particulier, etc., qui met Google Analytics, c'est pas... Enfin, toi, t'as pas de conséquences, oui. Voilà, il n'y aura pas des conséquences majeures, mais sur des trucs énormes, tu peux pas faire ça, tu peux pas. Et ils le font, quoi, parce qu'ils ont pas la culture, en fait. Ils comprennent pas ce que c'est qu'un ordinateur, et vu qu'ils savent pas ce que c'est qu'un ordinateur, ils savent pas ce qu'ils mettent dedans. Et voilà. Alors il y a peut-être un paradoxe pour les gens qui sont pas au courant de tout ça, c'est que Google Analytics c'est gratuit. Ils ont l'impression en tout cas que c'est gratuit, on vient d'en parler. Et à côté de ça, Matomo aussi, on peut carrément le prendre, comme tu dis, prendre un zip, ou mettre une extension sur WordPress. Et puis il y a quand même toute une offre aujourd'hui maintenant avec le Matomo Cloud. Et faut payer, pour chaque option on paye. Donc peut-être que de vue de l'extérieur, on a l'impression que justement c'est plutôt une entreprise qui veut gagner de l'argent avec Matomo. Et d'un côté, on a quelque chose de gratuit. Donc il y a peut-être un paradoxe, en tout cas pour la compréhension des gens quand ils voient les deux. C'est quoi cette politique et qui est-ce qui fait en gros Matomo Cloud? Pourquoi c'est payant et comment ça fonctionne?
Ouais, donc le cloud de Matomo est fourni donc par l'entreprise Innocraft, qui est en fait l'entreprise privée qui est derrière le développement de Matomo. Alors, il y a d'autres développeurs, hein, c'est immense en fait. Le logiciel Matomo, on a peut-être du mal un petit peu à réaliser, mais c'est pas que, enfin, créer un logiciel en analyse d'audience, c'est complètement fou. Donc, tu as ce qu'on appelle le cœur. Ensuite, tu as les plugins. Donc, en gros, c'est toutes les fonctionnalités qui viennent se rajouter derrière. Ensuite, derrière, tu as aussi toute la notion d'intégration. Donc, c'est comment faire en sorte que le logiciel de Matomo, si je le plug sur ce système d'information-là en particulier, il soit capable de comprendre en fait ce qui se passe. Voilà, donc, je vais citer un exemple. Tu prends un Microsoft SharePoint, par exemple, qui est un petit peu l'équivalent d'application d'intranet, on va simplifier comme ça, et tu le mets dessus, ton Matomo, bah, tu récupères des données qui sont pas folles. Pourquoi? Bah, parce que tu as plein de codes un peu bizarroïdes dans Microsoft SharePoint, avec des URL qui vont pas être compréhensibles, avec des comportements qui vont pas être reconnus du coup de base par défaut par Matomo. En fait, tu dois développer une intégration. Donc, en gros, c'est un bout de code spécial qui nécessite de bien connaître le système d'information pour envoyer en fait les données au bon moment quand ça se passe. Donc, en gros, tu as tout un paquet d'intégrations comme ça. C'est aussi pareil en ce qui concerne la partie des applications mobiles, etc. Bref, c'est monumental. Donc, Innocraft est vraiment le principal mainteneur, développeur du projet. Donc eux, bah, ils ont besoin de vivre. Donc en termes de taille entreprise, il faut compter une vingtaine ou une trentaine de personnes à peu près. Principalement basés en Nouvelle-Zélande, mais même en Nouvelle-Zélande, en fait, ils travaillent tous depuis leur domicile. En fait, on est vraiment en mode télétravail. Ils ont aussi des devs en Allemagne, ils ont aussi des devs aussi aux États-Unis. Bref, un petit peu de tout ça. Ces personnes-là, bah, naturellement, il faut les faire vivre. Et en fait, on est exactement dans la même configuration qu'avec WordPress. Ouais, tout à fait. Alors, la seule différence majeure, c'est peut-être que sur le site de WordPress.org, ils mettent peut-être enfin peut-être moins en avant WordPress.com parce qu'ils ont peut-être plus ce besoin d'arriver à essayer de se développer commercialement. Sur Matomo, tu as matomo.org et sur matomo.org, tu as pas mal de liens qui emmènent du coup. Je ne sais pas si c'est sur matomo.org également ou matomo.cloud. Je ne sais plus s'ils ont vraiment deux sites distincts. Il me semble qu'à mon avis, ils ont sur matomo.org une page qui liste le pricing et quand tu appuies, tu es redirigé directement sur la page pour justement payer. Donc moi, je le simplifierais plus en disant que matomo.cloud, c'est l'offre d'hébergement pour Matomo. Exactement comme WordPress.com est l'offre d'hébergement pour WordPress pour une personne qui galère et qui ne sait pas installer WordPress. Donc en fait, c'est ça la simple différence. Après, je crois qu'aussi ce qui diffère, c'est peut-être une idée aussi à développer pour Matomo, c'est que sur WordPress.com, tu peux quand même faire des trucs en gratos. Alors c'est pas foufou quoi. Tu peux poster tes trucs. Par contre, tu peux peut-être pas changer de thème, je crois. Tu peux pas rajouter de plugin si tu payes pas. Ouais, Donc c'est un petit peu un univers. t'as pas ta propre URL, je crois que c'est quelque chose comme ça. Voilà, tu as un sous-domaine différent. Donc c'est vrai qu'avec matomo.cloud, tu peux pas démarrer si tu payes pas. Donc ça, c'est vrai que je pense que oui, en effet, ça peut être un sacré frein à penser, à mon avis, pour l'équipe de Matomo, qui peut-être pense plus en mode parallèle. Maintenant, plus de 50% des sites de la planète utilisent WordPress. L'intégration de Matomo dans WordPress, elle est gratuite, elle se fait en 2 clics, elle t'évite de passer par du cloud. Par contre, après, si tu as beaucoup de trafic, là, tu bascules dans une Hmm. logique mais qui est plus celle en fait dans site e-commerce, c'est-à-dire que tu as beaucoup de trafic, donc probablement là, tu as déjà des serveurs que tu peux utiliser pour justement Ouais, on y reviendra sur faire du la Matomo. partie WordPress. Mhm. Forcément, on va en parler. Je vais juste terminer avec la partie Google et après on n'en parle plus. Mais donc Mhm. quelqu'un aujourd'hui qui veut passer d'Analytics à Matomo, savoir comment ça se passe, est-ce que c'est simple? Et autre question, j'ai du AdWords. Est-ce que Mhm. je peux continuer à faire du AdWords et puis quitter Google et récupérer mes informations finalement dans Matomo? Ouais, alors il y a plusieurs questions ici. Mais en fait, ça dépend du niveau de travail qui a été fait en fait sur du Google Analytics. Hein. On parle quand même l'analyse d'audience de façon large, c'est quand même un gros, un gros univers. Donc généralement, la plupart des personnes n'ont pas un niveau super avancé en analyse d'audience. Donc en gros, ils prennent un bout de code, ils le mettent sur leur site, fin de l'histoire, ça collecte. Mm. Mais en réalité, on a en analyse d'audience
le même univers que pour la création de site internet. C'est-à-dire qu'en amont, tu fais ton cahier des charges, alors qu'on appelle plus un plan de marquage qui en fait définit tous les points de collecte de données que tu veux mettre en place. Ensuite, les mettre en place, s'assurer du coup qu'il y a bien ce qu'on appelle la recette, c'est-à-dire que les données sont bien collectées. Et ensuite, tout ce qui va être le paramétrage, la configuration des rapports pour ensuite pouvoir prendre des décisions. Donc, naturellement, plus tu vas loin dans ta démarche, par exemple sur Google Analytics, plus d'ailleurs, quand tu vas faire ta migration, tu vas devoir y passer du temps. On parle exactement de la même chose. J'ai un site web, je migre du coup sur notre plateforme. L'intégration de contenu, elle va pas se faire en claquant des doigts. C'est clair. Donc, en fait, la première étape à savoir, c'est qu'il y a un plugin qui a été développé par l'équipe de Matomo qui est gratuit, qui permet de pouvoir sortir les données de ton compte Google Analytics et de les importer dans Matomo. Alors, ça prend du temps parce qu'en fait, l'API de Google Analytics plafonne, en fait, met une limite qui est à 50 000 hits en fait, par jour. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients, parfois, ils me disent « Ah, attends, ça marche pas, c'est nul et tout. » Non, non, ça marche. C'est simplement que tu as plein de données dans ton compte Google Analytics. Là, pour aujourd'hui, l'export, il est terminé parce que tu as atteint ces 50 000 hits. Et maintenant, il va falloir que tu attendes pour que tes données rentrent bien dans Matomo. Ensuite, l'autre truc à savoir, c'est que tout n'est pas non plus possible lors de cet export. C'est-à-dire que pour permettre cet export, il faut imaginer que l'équipe de Matomo, ils doivent regarder ce qu'il y a dans l'API de Google Analytics et de voir comment ça peut matcher d'ailleurs dans les entrées de la base de données de Matomo. Aujourd'hui, ce qui est embêtant, c'est que apparemment, ce qu'on appelle les données brutes, c'est-à-dire le cœur d'un visiteur, toutes les traces qu'il laisse, etc., apparemment, s'exporte et pas aussi simple que ça à exporter pour importer dans Matomo. Donc au final, dans Matomo, tu récupères ce qu'on va appeler les rapports standards de Google Analytics, mais tu ne vas pas avoir la possibilité d'ailleurs de pouvoir créer des segments. C'est-à-dire que si tu essaies de créer des segments, tu ne vas pas avoir de données en sortie, tout simplement parce que pour créer un segment, il faut avoir toutes les dimensions, tous les champs de dimensions qui sont relatives à un visiteur, c'est-à-dire l'heure à laquelle il est venu, le navigateur, l'ID du visiteur, etc., etc. Donc là-dessus, il faut imaginer que lorsque tu fais ta migration, tu ne vas pas repartir avec un truc à 100%, tu vas repartir avec la majeure partie de tes données, mais le cœur qui te permet de faire du calcul, ça, tu ne vas pas pouvoir l'avoir. Donc c'est un peu particulier à expliquer. Je pense que c'est plus simple quand on le vit, quand on fait la migration et qu'on voit ensuite les données qui en sortent. Ensuite, concernant plus la partie technique, une fois qu'on a fait cet export de données, tu as normalement une bonne cohabitation qui est faite entre un plan de marquage qui est fait sur Google Tag Manager et Matomo Tag Manager. Donc, en gros, qu'est-ce qu'un Tag Manager? C'est un outil qui permet facilement c'est l'équivalent de CMS, mais pour les codes de suivi, pour la collecte de données. Et là, en fait, le Tag Manager de Matomo reconnaît plutôt bien celui de Google Tag Manager, mis à part pour ce qu'on appelle les événements personnalisés, qui, eux, vont nécessiter des ajouts de balises et des ajouts de variables dans le Tag Manager de Matomo. Mais passer cette étape-là, en fait, si tu as un niveau un peu intermédiaire en Tag Manager, tu es capable de faire ça et en effet, ta migration dans ce cas-là, elle se passe bien. Après, je ne cache pas que de toute façon, il va falloir refaire une recette pour voir si tout s'est bien passé parce que plus tu mets des particularités dans ton plan de marquage, plus derrière tu vas galérer. Plus derrière, il faut vérifier que ça marche. Très bien, merci. Et donc pour le AdWords, est-ce que tu as un mot à dire Ah ou est-ce que... ouais. Non, mais c'est super important. Pas plus tard que ce week-end, j'ai eu un message par rapport à ça. En fait, Google, en fonction de ses humeurs, il dit ah, mais en fait, c'est quoi ça? Oh là là, il y a du Matomo là sur le, sur le site du client là. Oh bah c'est un malware ça. Allez hop, je le flag et je suspends le compte Google Ads quoi. Donc ça peut arriver. Ah ouais. Donc naturellement, là on est sur de la politique. Là on est sur une situation d'abus de pouvoir. Enfin bref, on a ce truc assez fou. Donc l'équipe de Matomo la communique assez souvent. Hein. Si tu vas sur le forum de Matomo, tu verras, il y a tout un thread qui explique du coup ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi. Normalement, parce que j'ai relu justement ce thread ce week-end, généralement l'histoire se termine plutôt bien à chaque fois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'équipe de Matomo est informée, deux, qui contacte du coup l'équipe de Google, et trois, que l'équipe de Google font pas excusez-moi du terme, mais font pas les débilos. Normalement, ça passe et ils lèvent en gros le drapeau. Et là, du coup, c'est possible. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que peut y avoir des configurations qui peuvent être différentes pour chacun des sites, que les codes peuvent ne pas être exactement les mêmes. Et dans ce cas-là, en effet, parce que normalement, ils lèvent le drapeau et ils doivent lever le drapeau pour toutes les solutions, en fait, quelles qu'elles soient. J'ai l'impression que là où ça tique, en fait, du côté de chez
chez Google, c'est en fonction du lieu, du domaine que tu dois choisir pour héberger ton Matomo. Je pense qu'en fait, c'est là-dessus où ils doivent ticker. C'est-à-dire que lorsque tu utilises Matomo, donc tu indiques le nom de domaine où tu héberges ton Matomo, et derrière, je pense que quand Google scanne les pages, il doit voir à un moment donné, bah, attends, on est sur tel domaine, et là, je vois un bout de code qu'on voit du coup des données sur un nom de domaine que je ne connais pas. Et à mon avis, je pense que c'est plus par rapport à ça qu'ils doivent cliquer. Tout le reste du code est correct, mais à mon avis, par rapport à ça, c'est de se dire, OK, en fait, on ne met pas nos clients en sécurité. On amène de Google Ads, donc on a peur, donc on flag et on suspend le compte. Si le compte n'est pas suspendu par rapport à ça, pour le reste, tout se passe bien. En réalité, tu as quoi? Tu as tes conversions donc, qui sont. Alors, ça dépend si tu as le plugin de Matomo ou pas pour ça. Mais normalement, si tu installes un plugin bien spécifique qui est payant, par contre, je précise, Matomo reconnaît automatiquement que ça vient de Google Ads. Ensuite, via le suivi des objectifs de Matomo, tu n'as même pas besoin d'installer le code de suivi de conversion de Google Ads. En fait, il va te créer un flux spécifique que tu pourras réimporter dans Google Ads. Donc ça, c'est assez sympa parce que normalement, si tu suis la législation au pied de la lettre, de toute façon, pour exécuter le code de suivi de Google Ads, tu es obligé d'obtenir l'accord explicite de l'utilisateur. Personne ne le fait. Hein. Mais normalement, c'est ça que tu es censé faire. Et en fait, avec ce système de Matomo, tu peux du coup te débrouiller pour récupérer du coup la provenance de l'utilisateur et ensuite utiliser tes objectifs de Matomo, que tu as définis dans Matomo, pour ensuite les exporter et les importer automatiquement dans Google Ads. Donc ça, c'est une chose. Si maintenant ce système-là n'est pas possible, parce que tu ne peux pas payer le plugin, par exemple, tu fais en fait en mode classique. C'est-à-dire que tu dois traquer tes campagnes. Donc ça, tu peux les traquer avec tes paramètres UTM ou les paramètres de Matomo, c'est pas un problème. Donc ça identifie que ça vient de Google Ads. Ensuite, la personne convertit et tu as bien ton suivi d'objectif. Après, par contre, si tu veux que ça remonte dans Google Ads, c'est plus à toi de créer tes propres flux en fichier Excel et puis ensuite de la reporter. Donc c'est un peu pénible. Sinon, bah non, tu n'importes pas dans Google Ads, tu restes dans Matomo et là, tu fais ton recoupage derrière pour mesurer ton retour sur investissement. Très bien. On a parlé plusieurs fois donc des manières d'installer Matomo et on va parler de WordPress évidemment. Donc moi je compte trois façons différentes de faire fonctionner Matomo avec un WordPress. Donc on a parlé de l'extension, tu veux peut-être en dire deux mots, comment ça fonctionne et peut-être ses limites. Hein. Tu as déjà parlé de sites avec grosse affluence ou beaucoup de données. Deuxième solution, comme tu dis, c'est un logiciel libre qu'on peut le récupérer, l'avoir sur un zip sur son bureau, l'installer sur un serveur à soi et le faire tourner. Et troisième solution dont on a parlé également, donc le Matomo Cloud, où là on a juste à brancher un script, finalement comme pour Google, et suivre ces données. Est-ce que tu as un mot à dire sur ces trois manières de faire Ouais. Alors après, on peut avoir aussi des configurations un peu légèrement différentes parce que bon voilà, il y a plein d'autres choses qu'on peut imaginer. Hein. Donc typiquement le mettre dans un conteneur Docker. Alors la problématique reste la même. Il faut quand même trouver un serveur derrière. Après, on a aujourd'hui des hébergeurs aussi autres que le cloud de Matomo qui fournissent des choses. Et après, on a aussi des agences qui peuvent aussi fournir des choses. Je vais me dire quelle est la différence, si on passe par une agence, généralement les agences ont tendance derrière à acheter en fait les plugins, des plugins payants auprès de Matomo et ensuite les mettre à disposition pour leurs clients, exactement comme on commercialiserait du WordPress d'ailleurs. Donc bref, il y a vraiment plusieurs modes possibles. Le mieux, c'est de prendre son temps, de faire la liste des avantages et inconvénients de chacune des solutions. Donc il est clair et net que si on n'a pas de budget, alors quand je dis budget, c'est budget égal zéro, même pour l'investissement de serveur. Si on utilise du WordPress, ce n'est pas un souci. On va partir du coup vers cette fameuse solution qui est le plugin d'intégration, qui est adapté pour, je crois que c'est jusqu'à 10 000 visites en gros par mois ou quelque chose comme ça. Je dirais peut-être plus un millier de visites. Il faut regarder. Donc, en fait, le site de Matomo est super bien fait. Il vous explique à chaque fois quels sont les avantages et les inconvénients. Après, ce n'est pas une vraie version de Matomo à 100%. Il y a quelques petites différences, mais qui sont plutôt mineures. Voilà, après l'inconvénient c'est que voilà, vous utilisez la même base de WordPress, donc si jamais votre Matomo reçoit un gros pic de trafic, il y a de grandes chances pour que votre WordPress il tombe également. Bon, ça c'est normal, on utilise la même base, on essaie d'optimiser les coûts. Après, si tu pars en auto-hébergé sur un serveur à côté, ça va être l'achat d'un serveur.
Bon, ça, c'est peut-être pas la mort. Tu avais peut-être déjà une base de données qui était disponible. L'inconvénient, c'est que tu vas pas avoir les plugins payants. Tu vas peut-être vouloir du coup avoir les plugins payants. Après, je précise une chose, ces plugins payants, honnêtement, ils sont plus là pour faciliter la vie de l'utilisateur. C'est-à-dire que si tu es assez avancé dans Matomo, normalement, tu es capable de faire exactement la même chose que font les plugins payants. En fait, c'est juste une histoire de confort. Je vais préciser quelques petites choses par rapport à ça. Mais on a deux plugins payants, par exemple, qui sont le suivi des formulaires et qui sont le suivi des médias, vidéo YouTube, etc. Honnêtement, ces plugins-là, tu n'en as pas nécessairement besoin si tu sais comment utiliser un tag manager. Parce qu'en réalité, tu as déjà des balises qui sont toutes prêtes pour ça. Tac, tu les déploies. C'est juste que ça va te demander du temps pour créer tes balises, pour créer tes variables, créer tes déclencheurs. C'est tout. Mais en fait, c'est vraiment ça l'esprit de Matomo. C'est les plugins payants sont là pour simplifier la vie de l'utilisateur. Et quand tu installes ces fameux plugins, ça reconnaît automatiquement, ça scanne tes pages, ça reconnaît automatiquement que là, tu as une vidéo YouTube, que tu veux mesurer, enfin, que ça mesure automatiquement les plays, les pauses sur les boutons, la durée de la visite. En fait, tout ça, tu peux le faire parce que ça vient du code, mais voilà, c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable d'appuyer sur un bouton, tout le truc est fait, tu t'embêtes pas, plutôt que de passer des heures et des heures à faire du tag manager. Donc voilà, différentes installations en fonction de différents besoins que tu peux avoir. Moi, je dirais, c'est vraiment plus une liste Enfin, tourner sur du cahier des charges. Hein. Ok, j'ai un projet en analytique, c'est quoi? Quelles sont les options qui se proposent à moi? J'y vais, quoi. Donc, voilà, le cloud de Matomo est utile parce que si tu fais une bonne utilisation de ton Matomo, le ratio entre qu'est-ce que ça te coûte je crois que c'est $29 par mois, par 19, rapport à 19 je crois. 19, Ouais. 19, par rapport à tout ce que ça peut te rapporter, qui est en gros à tous les plugins payants qui sont gratuits, etc. Enfin bref, tu vas beaucoup plus vite, quoi. Mais voilà, est-ce que tu as ce budget-là en tête? Peut-être pas, quoi. Et puis peut-être au contraire, tu as plus un côté hacker, quoi. Donc ce qui t'intéresse, c'est d'avoir une solution que d'ailleurs tu peux personnaliser à souhait, créer des choses, et ça, tu peux pas le faire dans le cloud, en fait. Parce que c'est comme pour WordPress.com, en fait. Tu as un truc qui est borné à ce qu'ils te mettent à disposition, mais si derrière tu as envie de créer tes propres plugins et les installer, bah t'es foutu, quoi. Il te faut l'auto-hébergement. D'accord. Donc on peut dire que WordPress et Matomo, c'est un bon combo. Ça fonctionne bien ensemble. Alors, bah, il faudrait pour ça savoir qu'est-ce qu'utilisaient avant les utilisateurs de WordPress. Moi, je vois plus ça du côté d'une agence ou d'une entreprise qui, elle, vend du WordPress. Et là, en effet, c'est intéressant parce que tu, tu, tu fais ton travail de façon éthique, quoi. Tu viens pas de vendre, excusez-moi, hein, mais tu viens pas de vendre de la merde à ton client, dans le sens où tu n'as pas signé des conditions générales d'utilisation pour son compte et tu viens pas d'engager sa responsabilité ou voire même la tienne en venant mettre une solution où tu échanges la vie privée de ses visiteurs contre une solution, quoi. Normalement, rien que quand on le dit, hein, on se dit, mais non, mais j'ai pas à faire ça. Je veux dire, si ton client il veut se créer une adresse sur Gmail, libre à lui. Mais normalement, c'est pas une agence derrière d'aller créer du coup ce fameux compte gratuit en contrepartie c'est malsain. Tu ne devrais pas avoir à faire encore plus à l'époque où on vit aujourd'hui. On parle beaucoup d'éthique, etc. Donc normalement, tu fais ton travail où tu livres le site internet et à côté, ok, tu as besoin d'une solution en plus pour analyser la mesure d'audience, bah écoute, ça tombe bien parce que nous, en tant qu'agence, on a ça à proposer. On a Matomo, donc on peut te le mettre, ça coûte tant et on te l'installe en plus dedans. Ah, mais en fait, tu veux aussi changer ton logiciel de messagerie parce que c'est pareil aussi, tu veux pas vendre, et bah regarde, ça tombe bien parce qu'on a installé, nous, on a du Zimbra par exemple, tac, on le met à dispo. Ah, mais en fait, tu as aussi toute ta solution documentaire. Là, je vois que tu es sur Google Drive. Bah non, mais attends, c'est pas cool. Nous, on a du Nextcloud. Et en fait, c'est ça, normalement, la vraie révolution qui doit arriver maintenant. C'est de se dire, ah, mais en fait, la gouvernance numérique, c'est pas juste un mot pour faire joli. C'est en fait tout un panel de solutions, mais qui vont permettre au final aux agences. Alors, certes, il va falloir travailler. Waouh, bah ouais, mais c'est ça la vie. Faut travailler. Et en fait, si on arrive justement à prendre cette vague et à éviter de se faire avoir, comme on le voit dans la presse, là, le fameux décret que Joe Biden vient de signer pour autoriser le transfert des données de l'Europe vers les États-Unis. Bref, on est chez les fous, quoi. On est vraiment sur cette histoire de contrepartie entre les Américains vous êtes là pour la guerre, mais en contrepartie ou pour le gaz, et puis en contrepartie, on est chez. Heureusement qu'on a des personnes telles que Max Schrems pour arriver à faire bouger les choses, quoi, et à rappeler ce pourquoi on se bat.
Mais voilà, pour en revenir à cette histoire, ouais, je pense que c'est le bon combo parce qu'en fait, tu es en plus sur une techno qui est similaire. Tu vas être sur une techno qui est bien Mm. différente. En tant qu'agence, tu tires la langue, quoi. Ah bah tiens, finalement, c'est un autre système de gestion de base de données qu'il faut installer. Ah mais finalement, il faut connaître Docker. Ah, mais putain, attends, moi, gars, mes connaissances, elles sont principalement sur des bases de données en MySQL, quoi. Donc voilà, tu me parles d'une techno, c'est un autre univers, ça va être encore plein d'autres problèmes. On ne vend pas le truc tous les jours non plus, donc c'est compliqué. Vu que Matomo, c'est la même techno, au moins, tu es capable rapidement de pouvoir identifier où est-ce qu'est le problème, tu es capable rapidement de faire une backup, t'es capable. Donc c'est vrai que par rapport à ça, oui, c'est très confortable. Et de toute façon, il n'y a pas d'autres technos qui sont aussi avancés. Alors tu parlais de connaissances justement, alors on va reparler de tes formations. Mhm. Est-ce qu'il y a une certification aujourd'hui sur Matomo? Comment on peut se dire bah demain oui bah en tant qu'agent je vends du Matomo, je suis certifié, je suis reconnu ou simplement bah Ouais, je sais, je connais. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? super. Bah écoute, je vais te partager mon écran rapidement. Alors en fait, c'est assez propre vraiment au logiciel libre, hein, mais de façon générale, normalement, un bon logiciel libre va toujours te fournir une bonne documentation. L'idée, c'est vraiment la suivante, c'est OK, tu veux pas payer, mais on va pas te former gratuitement, donc on te met à dispo la doc. Et l'acronyme, hein, c'est RTFM, hein, Read the Fucking Manual, qui veut dire en gros, éduque-toi tout seul avant de commencer à nous poser des questions sur le forum ou autre. Donc ici, dans ressources aide, alors l'inconvénient, tu vas me dire, c'est comment d'ailleurs on arrive à atteindre le marché français, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, tu as un petit peu l'équivalent de l'académie de Google Analytics avec des vidéos de formation où tu me retrouves, hein. Donc là, normalement, on les a fait de manière à ce qu'elles soient suffisamment synthétiques pour vraiment comprendre tout ce qui se passe. Donc là, tu as vraiment ta petite vidéo qui démarre voilà, avec moi qui fais mon speech, etc. Bref, donc tu as ces vidéos-là. À côté de ça, tu as toute la base ils appellent ça base de connaissances. Anciennement, c'était la FAQ, mais dans Mhm. laquelle tu as vraiment la réponse en fait à toutes les questions. Tu vois, une des questions que tu posais, c'était est-ce Les qu'il y a un certificats. programme de certification? Donc aujourd'hui, il y en a plus, puisque comme ils le mettent, en fait, en mai 2020, on a arrêté notre programme. Alors la raison pour laquelle ils l'ont arrêté, c'est qu'en fait, elle était payante et donc c'était $50, qui était d'ailleurs le prix de départ de Google Analytics, hein, il y a quelques années pour le programme de certification Google Ads, etc. Après, ils ont décidé de le faire en mode gratuit. Je pense qu'ils ont quand même à l'intérieur d'eux la volonté de pouvoir le redémarrer. Donc, il faut imaginer en mai 2020, on n'a pas autant d'utilisateurs qu'aujourd'hui. D'accord. Mhm. Donc, ils payaient une plateforme et cette plateforme, naturellement, si on faisait le ratio de qu'est-ce qu'elle nous a rapporté par rapport à qu'est-ce qu'elle nous coûte, bah, ça ne convenait pas. Donc, voilà la raison pour laquelle ils ont arrêté le programme de certification. Bon, je leur ai dit que c'était un petit peu dommage et que j'étais prêt à essayer de ressusciter le truc. Donc, bon, voilà, moi, j'ai créé ma propre plateforme que j'utilise plus dans un cadre universitaire, on va dire. Alors, est-ce que je ne peux pas me login en tant que guest? Hop. Bon, je vais faire un self-enrollment ici. Je vais me connecter. Et en fait, voilà, tu as ici la certification, mais on va dire quelle est la valeur de cette certification? Bah, pas grand-chose, parce que c'est moi qui la maintiens, quoi. Donc, derrière, si tu passes la banque de 70 questions qui sont là, est-ce que réellement, en tant qu'agent, je peux me dire, ah, je suis certifié? Bah, tu es certifié de rien du tout. Tu es certifié de Ronan Chardonnot, là, qui est une plateforme qui s'appelle la Floss Marketing School. Personne ne la connaît, donc ça n'a pas vraiment de valeur. Donc, bah voilà, aujourd'hui, j'essaye de trouver, en fait, d'ailleurs, je recherche, j'en profite pour faire un appel, d'essayer de trouver une plateforme de certification qui accepterait du coup d'héberger la certification de Matomo. Donc les questions, elles sont déjà toutes prêtes, elles sont même prêtes en français. C'est un fichier CSV, voilà, très bien renseigné, etc. Enfin voilà, le plus dur, il est fait. Aujourd'hui, il faut arriver à trouver un prestataire. Et après, bah, je peux me débrouiller pour discuter avec l'équipe de Matomo et dire, OK, écoutez, voilà, j'ai trouvé un prestataire, j'ai une manque de questions, est-ce que vous êtes prêt à rouvrir le programme de certification? L'autre nouvelle à savoir, c'est que normalement, je devais livrer pour fin octobre, mais là, je n'aurai pas l'énergie de pouvoir le faire. C'est l'équivalent de toutes ces vidéos-là, mais en français. Ouais. Donc, j'ai repoussé le programme finalement à fin novembre. Donc, normalement, pour fin novembre, je suis censé leur livrer du coup l'équivalent de toutes ces vidéos-là, mais en français, de manière à pouvoir bah, justement proposer au marché français des supports de formation gratuits
de qualité. Alors, à côté de ça, également, je travaille aux éditions ENI pour livrer un livre sur Matomo. Alors là, on est à peu près à 750 pages. On est vraiment sur un gros bébé qui sortirait du coup au premier trimestre de l'année prochaine. Donc la livraison est prévue pour le 31 décembre. Je travaille avec Frédéric Forster, un de mes partenaires du coup sur de Matomo. Donc on aura aussi toute une partie qui est liée à la notion de plan de marquage, qui est vraiment en fait toute la partie, comme je disais tout à l'heure, en fait cahier des charges, structure d'un projet en analytics. Donc vraiment du lourd, ça va arriver. Il faut être encore un peu patient parce que on n'a pas non plus encore aujourd'hui une communauté de fous. C'est pour ça que je travaille beaucoup autour de Matomo Camp, qui est d'ailleurs, je en profite également pour repartager mon écran parce que Oui, vas-y, bien sûr. ça peut être super important. Donc Matomo Camp, qui est vraiment le 3 et 4 novembre prochain, vous pouvez venir voir également toutes les conférences qui ont été faites l'année dernière, puisqu'on est du coup sur la deuxième édition, pour vous donner une idée de la richesse du truc. Google Analytics, c'est ça. Matomo, mais c'est énormissime en fait, parce que par définition, c'est un logiciel libre, donc tu n'es pas contraint par les conditions de généralisation. Donc il y a un paquet de trucs que tu peux faire. Et en fait, ici, tu as une base de connaissances extraordinaire, parce que là, on parle d'agence, on parle de freelance, c'est pas que la voix de Matomo, on va dire, qui vont du coup t'expliquer comment voilà, ils utilisent un logiciel libre de visualisation de données avec du Matomo, comment dans un projet de où est-ce que c'était, comment dans un projet de recherche universitaire britannique, ils utilisent du coup du Matomo. Comment on utilise Matomo dans le secteur public. C'est la région d'Émilie-Romagne en Italie qui nous a fait une super conf en nous expliquant voilà, quelles sont les valeurs du logiciel libre, pourquoi ils utilisent Matomo, quels sont les développements qu'ils ont réalisés, pourquoi ils les ont réalisés, comment tu passes aujourd'hui de 100 à 1 million de visites sur ton serveur avec du Matomo, comment tu adaptes tout ça. C'est un univers extrêmement riche. Donc, c'est 3 et 4 novembre prochain. Je ne peux pas libérer, là, pour le moment, le programme qui est prévu. Il est finalisé, mais c'est vraiment, on aura 3 conférences en parallèle, en fait. Donc, c'est Ah oui, 33. sur 2 jours. Ok. Sur 2 jours, ouais. Donc, C'est intense. c'est de la grosse logistique. Ouais, ouais. D'ailleurs, j'en profite pour remercier notre partenaire Empreinte Digitale qui, du coup, va être le Prestat qui va héberger en fait à nouveau cette année l'ensemble des flux, également Lucas Winkler, également Silva qui va travailler du coup voilà, toute la modération, etc. Donc on n'est pas genre 15 000 pour tenir l'événement, on va être 4 quoi. Donc voilà, si on est sur des flux qui sont optimisés. Un gros travail. Bah, merci beaucoup. Est-ce qu'on va, dernier petit mot, reparler de tes formations? Avec tout ça, t'as le temps encore de dispenser de la formation? C'est ton travail Ah, principal? ouais, assez peu en ce moment parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes, mais j'ai beaucoup travaillé avec des partenaires, notamment donc avec Jean-Marc Courtier, avec Frédéric Foster, avec Ronan Hello, qui est une personne que j'ai eu l'occasion d'avoir en stage, avec qui on a beaucoup travaillé il y a quelques années. Donc voilà, donc en fait je travaille principalement avec ces 3 partenaires-là, plus aussi à l'étranger, notamment Danemark, Suède, avec l'Allemagne également donc à qui je confie les projets sur Matomo. Après, moi, concernant la formation pure et dure, je crois qu'il me reste, si, en fait, j'en fais toute la semaine. J'en fais toute la semaine pour une entreprise américaine, là, de 15h à 18h, parce que du coup, il y a la notion de décalage horaire. Ensuite, j'ai encore une journée de formation à faire, mais pour le reste, moi, je me repose jusqu'à janvier prochain. Donc, dès janvier prochain, je serai en mesure de pouvoir en effet reprendre des contrats. Mais pour le moment, là, il faut vraiment que je me repose, quoi. J'en ai fait tout l'été et tu chopes toutes les maladies possibles qui se passent à peu près ici, quoi. Bon, on va regarder déjà en attendant les vidéos, attendre le livre avec impatience et puis on pourra te ressolliciter donc en 2023 pour les formations, si j'ai bien compris. Ouais, voilà, exactement. Mais après, comme je le précisais tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé avec les partenaires qui maintenant sont capables de faire des formations de grande qualité. C'est-à-dire, wow, mon travail aujourd'hui consiste principalement à passer mon temps au téléphone avec eux voilà, pour toutes les autres petites problématiques, comme je disais, qui peuvent arriver dans certains cas de figure. Typiquement, on parlait de Google Ads tout à l'heure, mais ça va être aussi pour de la migration sur GA, etc. Mais dans 95% des cas, de toute façon, il
tout ce qu'il faut, quoi. Je veux dire, c'est vraiment chouette. Donc, s'il y a besoin de formation là dans l'immédiat, sachez qu'on a les ressources, quoi. Ben, on fera un article avec tous ces liens. Encore Ça roule. merci beaucoup. C'était très Merci à toi clair, pour très l'invitation. intéressant, Ronan. Et donc à bientôt. On suivra le Matomo Camp avec intérêt. Yes, et si vous voulez même proposer une conf, vous pouvez. Allez, Merci beaucoup. Au revoir. ciao, au revoir.